Et donc, non, mais moi, je trouvais ça bien de commencer avec de la viande. Hein ton histoire de viande, là, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait ton bœuf bourguignon? Écoute, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet, mais on le fera peut-être dans un off. Je parlerai de mes expériences culinaires. D'accord, donc dans un prochain épisode, je m'entends parler d'une qui disent que non, en fait, c'est pas le blanc le meilleur. Ah bon, moi pourtant, qui suis vraiment un cinglé avec la viande, j'allais au bar à bœuf avant, et vraiment le blanc, ça reste au-dessus, quoi. Ok. Maud, tu connais le bar à bœuf? Non. Tu manges de la viande? Un petit peu. Ouais. Okay. Et tu parlais du bœuf Kobe? Oui, le bœuf de Kobe. Bœuf de Kobe, qu'est-ce? C'est du bœuf japonais. On dit que c'est le meilleur du monde. Ouais. J'en ai encore jamais goûté. Qui est massé. T'en as déjà mangé? Non. Ouais. Ce qui est drôle avec le bœuf de Kobe, c'est que quand on mange ici, on dit ouais, mais c'est encore différent que de le manger au Japon. Ouais. Et quand je suis allé au Japon, t'en as mangé? J'ai voulu en prendre dans un resto et les gens m'avaient dit ouais, mais ça sert à rien de le manger ici, il faut aller le manger à Kobe, c'est là qu'il est meilleur. Donc en gros, faut se dire que si déjà à Tokyo, il est moins bon qu'à Kobe, qu'est-ce que ça doit être quand tu le goûtes ici? Ça doit être... Oui, c'est ça. Ok. Donc voilà. Bah super. Bah c'était le bœuf de Kobe. Ouais. C'était une belle intro au premier. Pire intro du monde. Ouais. Et donc en fait, je pense qu'on est à l'épisode 10. Ah. Maud, tu es numéro 10. Wow. Il y a que des numéros 10 dans mon équipe. Que des numéros 10 dans ma team, Booba. Ah pardon, dans ma team. J'essaye de faire des références et tout et je pète carrément le truc. Ça y est, parce que t'es super fan de hip-hop. Presque. Ouais. Un petit. J'en écoute. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu connaissais Hamza. Oui, mais j'écoute pas vraiment Hamza. Ok. Tu préfères Booba? Je préfère Damso. Damso, bah oui. Ah bah putain, parlons-en. Et on dit pas putain. Non, si, allez, toi tu peux. Toi tu peux. Parlons-en. J'aimerais comprendre ce délire de trouver ça cool, Damso. Elle va t'expliquer, elle va tout expliquer. Non, mais je vais pas t'expliquer parce que moi je veux le vendre à personne. Okay. C'est juste mon petit plaisir à moi. Mais parce que vraiment, je le dis pas en mode fermé, genre c'est de la merde, j'aime pas. Non, moi c'est juste que les paroles ça me parle. Il parle beaucoup de relations et je pense que c'est un sujet qui m'intéresse. Mm-hmm. Mais jamais je dirais à quelqu'un il faut absolument que t'écoutes ça parce que de toute façon tout le monde l'écoute déjà. Et puis que c'est. Sauf toi, Gilles. Ouais. Il y a que lui qui écoute. Non, et puis ça reste hyper macho. Alors mes questions basiques, mais vrai. T'as tous ceux qui disent ah mais oui, vous avez vu tout ce qu'il dit sur les meufs, toutes les meufs écoutent. C'est quoi alors? C'est du deuxième degré? Non, en fait, il faut que tu saches. Sachant que je n'écoutais qu'un morceau. Hein, on vit dans un monde complexe. Ouais, qui je sais d'ailleurs. Putain, bourré de contradictions. Hein, jusque-là, on est d'accord. Et donc, en effet, Damso parle beaucoup de relations hommes-femmes avec ces mots, mais qui, quand tu creuses un petit peu, finalement, sont universels. Tout le monde parle mal parfois. Lui, il parle mal souvent, mais il dit des gros mots. Oui, tout le monde en dit des gros mots. Et peut-être qu'on n'en pense pas moins, même si nous, on les dit pas tout haut à la radio. Ah oui, c'est vrai que c'est une façon de voir. Mais qu'avez-vous à répondre à ces gens qui disent que c'est juste parce que c'est hype de dire qu'on aime Damso? Je sais pas si c'est hype. Non, je pense pas que ce soit. Ça dépend pour qui, peut-être. Ouais. Pas pour moi. C'est par exemple toi, on te présentera après de toute façon, ton heure viendra. Là c'est déjà ton heure de toute façon. Et toi par exemple, c'est quoi qui te plaît dans une musique du genre, tu vois, ou justement qui est connoté machiste et ce genre de trucs, c'est quoi qu'est-ce que tu te dis j'écoute ça parce que je kiffe, et pourquoi je kiffe? Ou tu t'es peut-être jamais posé la question. Puis à un moment, je m'arrête et je te laisse parler parce que là, j'arrête pas de... Mais moi, j'aime pas forcément le fait que ce soit macho. Après, je trouve que il a il se met vachement à nu. Il a quand même une grande sensibilité quand il en parle, même si c'est vulgaire. C'est pas comme Hamza qui est plutôt dans la vantardise. Dans la vantardise. Ah ouais. Ouais. Damso, il va plus en parler, il va parler de ses problèmes, en fait, d'addiction sexuelle, etc. Et donc déjà ça me touche plus, mais ça reste hyper macho et j'ai aucune défense à donner à ça. Et okay. D'ailleurs les gens qui prennent cette défense là en disant oui on peut être féministe et écouter Damso, on fait ce qu'on veut en fait. Mais, déjà de je trouve qu'il y a aucune défense qui va, enfin. Mais vous connaissez ce site Genius, non. Rap Twitter. Genius, il y avait un truc qui s'appelle Balance ton corps. Vous en avez entendu parler? Tu vois, c'est ce site qui, mon micro va fort. Non, je te jure, je crois que
On t'entend C'est bien. ce site qui... Mais je peux... Attends, je Non, peux te c'est laisser bon, quand c'est même. bon. Tu es numéro quoi, toi? Tu peux en parler? Imagine, on est en direct sur France Inter. Là. Il y a des millions d'auditeurs. Je parle trop fort. Non, ça va, en fait, vraiment. Non, mais ce site internet où on... Rap Genius. Rap Genius. Je crois que c'est ça. Lyrics Genius, je sais plus. Rap Genius. Ouais. Et oui, bah, je trouve Tu veux ça- qu'on le redise une fois? Je trouve Rap ça Genius. vachement intéressant d'aller checker un peu les paroles de Damso là-dessus, parce que ça donne du coup, enfin, il décortique. Ah, ils expliquent les paroles des trucs? Ouais, ouais. Putain, C'est vraiment bien. Hein. Mais ça Genre me fait vraiment, plaisir vraiment parce qu'il y a bien. plein de trucs. Bon, par exemple, moi, j'aime beaucoup PNL. Mais je ne Ouais, comprends c'est- pas toujours tout. Mais Et vas-y, je serais vas-y. curieux, des fois, de comprendre certaines choses dans leur, Tu veux dire juste dans les paroles? Ah, dans les Dans les références. références, Ouais, oui. ouais. Mais alors, ça te donne, enfin, tu écoutes et tu regardes, enfin, tu appréhendes la musique de Damso ou de PNL ou peu importe. Ou de Hamza. Toute ou... face de manière tout à fait différente, quoi. Quand tu Que creuses. juste, ouais, quand tu creuses un peu et que tu essaies de comprendre des paroles. Bah après, moi, je crois que oui, j'ai l'impression que c'est ça. C'est que quand un artiste fait une proposition, il y a quand même de toute façon toujours quelque chose à aller y trouver. Ouais, Si- c'est vrai. Et ce qui me Je fait sorte pas rigoler- toujours, je sais pas. Non, pas Il y toujours. en a un peu nul, quand même. Qui? Cite. Et non. On veut des noms, nous, avec Maud. On est ligués contre vous, hein. Moi, ce qui m'a Si surpris. l'autre, là, comment, Chose. qui chante avec, comment? Patrick Bruel. Avec, voilà, Et donc, attends, là, on a parlé de plusieurs choses. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te présenter Maud. Donc, on reçoit, cette semaine, Maud Maric. dont on a Ah. parlé dans l'épisode avec Paul Maric. Et qui n'est pas de la famille de Paul Maric. Mais ils ont eu des projets à ce sujet. On en parlera tout à l'heure. Ah bon? Oui, bah, ils ont fait des projets ensemble. De se marier. Paude. Comme ça, du coup, Paude. on peut- Paude. Puisque le O, Ah oui, oui, AU oui, au oui, milieu oui, oui, est oui. identique. Juste. Paul, Maud. Ah. Ils ont gardé le O et ils ont fait Paude. Voilà. Ok. J'ai décidé d'être des doubles. Voilà. Des doublants. Ouais. Des doublons. Des doubles, ouais. Des doubles. Ah ben, on parle beaucoup de doubles aujourd'hui. Tout à l'heure, on a parlé de double Axel parce que Axel nous parlait d'un autre Axel. Axel qu'on a reçu dans l'épisode qui sortira dans 2 semaines. Voilà, parce qu'on se mélange tout. Oui. Et donc double Maric. Et donc avant d'en parler, Maud, si tu dois par exemple te présenter, parce que moi si moi je dois te présenter, d'ailleurs c'est ce que je leur ai fait tout à l'heure, je leur ai fait une sorte de pitch. J'ai dit poésie 2.0. Mhm. Mais c'était pour qu'ils comprennent, parce que parfois il faut leur dire des mots qu'ils comprennent. Non, mais c'est Graphiste, Ah, pas vraiment. Je suis pas graphiste. Je fais Ah. ça pour gagner ma vie de temps en temps, mais c'est pas mon métier. c'est pas ton kiff. Et puis Canada aussi. Je crois que ça a été, on en avait déjà parlé à un moment. Je crois qu'il y a eu un moment au Canada, parce que quand on a parlé, on avait parlé de Canada. Ouais, j'ai habité à Montréal. Ah c'est ça. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. D'accord. J'ai fait un master là-bas. D'accord. Un master en quoi? En art visuel et médiatique. Ok. Mais donc qui ne t'a pas, qui t'a permis d'être graphiste, mais c'était pas pour faire ça. Je suis pas graphiste, je suis artiste. C'est ça, mais tu vois, mais je mélange tout, hein. Je mélange tout. Donc, au lieu de parler, moi, je vais te laisser parler ouais, elle. voilà, il est Hein temps. Il y a, Hein enfin. Bon. Mais oui, donc moi j'ai étudié en art. Ouais. Pas à Bruxelles. J'ai fait mon bac à La Réunion. Ok. Et puis j'ai fait un master à Montréal. Et je suis revenue à Bruxelles il y a 6 ans. D'accord. Et c'était, oui, donc un parcours. Et pourquoi, tu es d'origine, Ouais, moi, je suis de Bruxelles, ouais. Je suis née à D'accord. Bruxelles. Ma famille vit à Bruxelles. c'est ça. Et puis, mais tu t'es dit, je vais aller faire ça ailleurs. J'ai eu une histoire d'amour avec un Réunionnais. et D'accord. Ça a beaucoup changé ma vie. Ok. Ouais, bah, ça a changé déjà ta géographie. Mhm. Donc, t'es allé là-bas. Et puis après, t'es parti à Montréal. Je sais pas, pareil. Qu'est-ce qui... Attends, ma question Bah, est j'ai pas déjà une claire. question basique si tu veux, mais quand tu dis j'ai étudié Facile, en art, pose ta question dans la basique. pratique, c'est quoi? Parce que sincèrement, pour moi, c'est flou. Donc c'est pas le système belge qui est séparé en atelier, Ouais. peinture, dessin, etc. C'est le système plus français et québécois, c'est la même chose, c'est tout le monde ensemble et on fait. C'est pas par médium quoi, c'est en fonction des projets. Et c'est toi qui choisis de te diriger vers un projet plutôt que l'autre, ou bien on Bah, te présente plein de choses et... Non, tu mènes un projet et tu utilises les médiums en fonction. Il y a des gens qui font que de la peinture, mais plein de gens utilisent tous les médiums. Mais dans la pratique, toi, t'as fait quoi alors? Moi, j'ai commencé par faire de la performance en espace public. Ok. Toi-même, quoi, avec ton corps. Ouais. Ok. Voilà. Et puis, ça m'a mené progressivement vers l'écriture, en proposant les actions
des actions à faire aux gens plutôt que de les faire moi-même. Et voilà. Et donc progressivement, je me suis enfoncée dans l'écriture. Et tu peux décrire des performances que tu as faites, des performances faites, oui, qui ont été. Par exemple, avec un groupe d'artistes, on est resté immobile. On a fait des performances où on restait immobile pendant 1 heure dans un lieu public, mais immobile de façon à ce que ce soit pas perceptible, donc dans des positions très décontractées, dans des lieux d'attente en général, genre une gare routière. Où on attendait le bus, mais pendant 1 heure. Et ce qui était génial, c'est que il y a plein de gens qui nous regardaient, mais ils se demandaient s'il se passait quelque chose. Enfin, c'était vraiment, il y avait un doute immense sur leur visage, genre, ils se retournaient toutes les 2 secondes, mais ils osaient pas trop nous regarder parce qu'on ne dévisage pas les gens. Ouais. Mais, ils savaient pas. C'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans. Ah oui, ok. Parce que j'ai refaire ça maintenant, avec toutes les histoires qu'il y a eu, ça aurait pu être plus compliqué ou être pris différemment. Enfin, si maintenant on va tous les 5 s'asseoir gare centrale et qu'on ne bouge pas et qu'on reste là pendant 1 heure, je pense qu'on viendrait nous poser des questions. Ouais. Et nous arrêter même. Ou nous arrêter, oui. On le fait. D'ailleurs, on va le faire. Fun fact, à une époque, je faisais du tir sportif. Du Tears for Fears, le groupe. Voilà. T'étais dans Tears for Fears. Voilà. Ok. Et quand on a écrit Working Hour, c'était une expérience assez douloureuse en studio. Alors bref, j'avais un porte-clés Browning, qui est une marque d'armes de chasse souvent ici. Je ne sais pas. Et de raquettes de tennis. Ok, je ne savais pas. Oui. Et j'avais un porte-clés Browning et je suis allé attendre quelqu'un à l'aéroport, quelqu'un que j'allais rechercher simplement à Bruxelles. Et j'avais mes clés attachées à ce porte-clés Browning. Et j'ai eu 2 mecs de la Sécu qui sont venus me demander ce que je faisais là, pourquoi j'avais un truc Browning. Du coup, j'ai réexpliqué et ils m'ont demandé, ah oui, vous allez tirer dans quel club? Enfin bref. T'as dû montrer ta licence. Ouais. Ok. Waouh. Bon, et ça, c'était quand? C'était il y a 3 ans. Ah bah oui. Je pense que si j'avais pas eu ma licence, c'était pas grave, parce que je crois que j'étais assez décontracté et mes dires étaient assez plausibles. Toi, décontracté. Ouais, mais bizarrement. Et je crois qu'il suffisait dès qu'il y a des guns en jeu, lui, il est décontracté. Quand il y a pas de flingue, il est complètement stressé. Voilà. Ok. Enfin, voilà. Et donc, ça s'est bien passé. Pour revenir à ce que tu disais, oui, donc, vous avez eu des réactions de gens qui se demandaient quand même ce qui se passe, qui vous dévisageaient, mais pas trop. Ouais. Mais vous avez pas eu de réactions négatives ou de... Non. Mais ce qu'on voulait, c'est que ce soit discret. Enfin, je pense que c'est plus perturbant des actions très discrètes que, surtout il y a eu une espèce de vague d'art dans l'espace public, et donc on est très habitué aujourd'hui, surtout depuis les flash mobs, etc. Et donc c'est plus très surprenant de faire des choses dans l'espace public. À l'époque, c'était à La Réunion aussi, donc c'était pas très courant. Et je pense que, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment amener un espèce d'élément perturbateur, mais pas évident, qu'on puisse pas dire c'est de l'art. Ok. Donc chouette. Mais ça arrive forcément quand que les gens aient ce truc un peu chiant de dire ah oui, c'est de l'art, et tu vois, qui cherchent pas à comprendre. Et donc, quand les gens venaient vers vous, vous leur expliquiez des choses ou non? Ah non, on était immobile. Hein. Et même, oui, c'est ça. Les gens venaient vous parler. Si on vous parle, vous ne répondiez pas, quoi. Non, mais personne n'est venu nous parler. Ok. Ah, ok. Et par après, et donc, le résultat de la performance, je sais pas, ça a été filmé, ça a été juste écrit, relaté, la trace, elle est où ça a été filmé, mais c'est vraiment c'est vraiment une trace, simplement la captation de ce truc. C'était vraiment le moment qui était important. C'est ça. Et ça, c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur dans ces pratiques-là, que ce soit le moment il y avait pas d'expo après. C'est ça. Donc, à la limite, qu'il n'y ait pas de traces. Non. Ce qui est l'inverse, finalement, de l'Internet, qui, lui, laisse des traces partout. Et l'Internet, qui est un peu plus ce que tu fais maintenant, j'ai l'impression. Et tu vois, comme je transite. Ça, c'est parce que je suis un pro, hein, Gilles. Je vois ton petit clin d'œil. Non, mais voilà. Et donc, et là, maintenant, tu travailles donc plus, de ce que je connais de ton travail, même si je pense que je connais pas tout, et j'espère, comme ça tu auras encore plein de trucs à me raconter, parce que moi je connais qu'une certaine partie de ton travail qui se passe sur Internet. Et donc tu utilises, d'ailleurs son compte Instagram, c'est maudemaric.jpg. Voilà, c'est super déjà.
ça raconte. Et donc, et par rapport à ce que tu fais maintenant, il y a eu la transition et ce que tu fais maintenant. Comment t'es passé de l'immobilisme sans trace à l'internet. Après les performances où du coup il y avait une implication physique, je me suis mise à coller des phrases dans la rue ou à détourner j'avais détourné un horaire de bus à Montréal pour faire un espèce de faux mode d'emploi du métro qui proposait des actions absurdes, en fait de errer de faire des dérives dans le métro, quoi, de prendre le plus long trajet pour aller là où on doit se rendre, de tester toutes les places assises, de faire des choses un peu, de rendre complètement non fonctionnels les trajets en métro. Et puis progressivement, ça s'est déplacé sur l'internet, où je pense qu'il y a quand même cette même dimension. Quand on va l'expliquer peut-être tout à l'heure, mais quand je poste des poèmes sur internet, ça c'est dans un newsfeed, tout ce qui est de plus banal, et je pense quand même que ça surprend un peu dans le quotidien du newsfeed. Moi, ça me surprend quand je les vois en tout cas. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette même énergie. Enfin, je sais pas comment le. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est rendre pas fonctionnel un geste ou un outil ou un système, un service. Ouais. Parce que par exemple, si c'est de cela que tu parles, en tout cas moi, ce que je vois, c'est dans son newsfeed sur Facebook, elle écrit des poèmes. Peut-être que tu peux le raconter à ma place parce que c'est quand même tes poèmes. Donc j'écris des poèmes en taguant des noms de pages Facebook. C'est des noms de pages enfin tu vas peut-être le dire, excuse-moi. Je vais dire random, genre si tu vas dire dans ma cuisine, il y a une page peut-être qui s'appelle cuisine et du coup tu vas le taguer dedans. Voilà. Okay, cool. Mais tout est tagué, donc il n'y a pas un mot qui ne l'est pas. Il n'y a pas un mot qui ne l'est pas. Voilà. C'est ça le truc, c'est qu'elle utilise le nom des pages pour... Tu comprends, Gilles. Ouais. Donc oui, c'est des poèmes faits que avec des noms de pages Facebook, de noms d'événements, de groupes, etc. Mais uniquement, c'est un espèce de collage de noms de pages, mais qui fait sens. Quand tu le lis en entier, ça raconte un truc, quoi. Voilà. J'aurais pu l'avoir écrit, je l'ai écrit moi-même, mais avec des fragments existants. Et mais j'aurais pu l'écrire comme ça, sans nom de page. Mais voilà, c'est cette contrainte-là qui me libère, je pense. Ok. L'écriture. Et donc comment t'es passé alors comment t'es tombé dans l'internet c'est plus via l'écriture, parce que tu disais aussi tout à l'heure que t'es plus tombé dans l'écriture. Comment tu t'es dit, moi maintenant mon média, ça va plus être nécessairement le façon corps, du coup. Oui, voilà, mais ça va être. Ça s'est fait un peu progressivement. Il y a des années avant les réseaux sociaux, tout ça, j'essayais, je faisais des expériences par email par exemple, je demandais à tous mes contacts de l'époque de me décrire, de me faire la liste des choses qui sont dans leur sac à main de tous les jours. Et donc je faisais des petites expérimentations comme ça. Et puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai pas commencé tout de suite là-dessus, mais enfin, au début, il y avait l'espèce d'émerveillement, genre, waouh, Facebook, on peut retrouver plein de gens qu'on connaît, c'est génial. Et puis, très vite, ça m'a énervé, je me sentais coincée dans ce truc, comme plein de gens qui les quittent au final. Et pendant un an, j'ai quitté Facebook, sans supprimer mon compte, mais j'y allais plus. Et en fait, je suis revenue et je me suis mise à l'utiliser comme un terrain de jeu. À détourner, quoi. C'était ma manière de m'y sentir à l'aise. Ouais. Et là, j'ai vu dernièrement que tu animais un atelier d'écriture. Oui, qui n'a pas encore commencé. On peut en parler, mais ça va être minimal. Comment sont les réactions des gens? Oui, les gens adorent. En même temps, peut-être on s'attendait pas à ça, vraiment. On était surpris. Et c'est quand? L'atelier d'écriture, ça va être tous les mardis à la Maison de la Création. Et c'est à partir de mardi prochain. Eh ben, justement, il y aura déjà eu un premier épisode, un premier atelier, et il s'est bien passé. Super bien passé. Et ça a consisté en quoi ce premier phase? Non, ça va se passer comment l'atelier d'écriture?
Moi, j'ai fait une proposition d'atelier qui sortent un peu du schéma des ateliers d'écriture classique où on reste dans une salle et on écrit et puis on fait des retours collectifs. Et donc, je pense que, j'aimerais bien mettre en place des expériences d'écriture où on sort dans la rue, on écrit, je sais pas, on invente un dialogue entre deux personnes qui parlent. Plein de choses inspirées de Oulipo un peu, mais pas que, mais des choses un peu plus amener un peu de la vie dans ces ateliers-là. C'est ça. Donc c'est à la Maison de la Poésie. De la création. Maison de la création. Ah oui, c'est ça. Et donc oui. J'avais posé une question parce que tout à l'heure quand il a dit, je sais plus comment il t'a défini d'abord et t'as dit non, je suis artiste. J'ai des questions des fois qui sont vraiment très entre guillemets basiques pour ou très pratiques en fait. Ouais. Je me suis fait la réflexion il y a quelques temps parce que j'ai fait de la musique pendant tout un moment, ça n'a jamais j'ai eu des chouettes moments et foncièrement on va dire que ça n'a jamais décollé. Je connais quelques personnes, a priori tu serais la deuxième, qui se définissent artistes et qui dans la pratique peuvent entre guillemets ne vivre que de ça et de ne pas avoir d'autres boulots sur le côté. Et souvent je me dis ah bah oui, je pense que les gens qui avant étaient, il y a des années, des siècles, les gens qui étaient artistes étaient souvent des gens qui avaient des mécènes ou qui étaient issus de familles riches et qui du coup ne devaient pas s'inquiéter de travailler parce que de toute façon il y avait ça. J'ai une amie, je suis tombé sur son prénom, qui s'appelle Céleste, que j'avais rencontré à des soirées de gens qui vont au Burning Man, etc. Qui elle aussi, quand j'avais dit tu fais quoi dans la vie, elle m'avait dit je suis artiste. Je veux, mais pour bouffer tu fais quoi? Je suis artiste. Et je le disais vraiment pas péjorativement. Ouais. Moi, c'est comme quand on me disait tu fais de la musique, ouais, mais sinon ton travail c'est quoi? C'était pas dans ce sens-là. Moi c'était vraiment juste, je m'estimais à cette époque-là plus musicien, mais malheureusement il fallait que je bouffe, donc j'ai fait des boulots divers. Et donc je me demandais dans la pratique comment ça se passe pour toi. Est-ce que comment tu... Alors je viens pas d'une famille riche. Tu n'as pas de mécène. Donc non. Mais il y a aussi peut-être que la réponse, pourquoi je pose ça, c'est pas pour savoir si t'as du pognon, c'est juste me dire tiens, tu vas peut-être me dire moi j'ai décidé de revivre de manière hyper simple, j'ai quasiment pas de besoin, ou je vis dans une communauté, ou je vis dans ça peut être plein de... Je vois, c'était pas. Désolé si la question peut paraître intrusive, c'était pas. Non, pas du tout. Non, c'est hyper important, je pense, comme question, parce que tu disais que c'était avant que les artistes qui vivaient de leur art venaient de familles riches, mais en fait c'est encore le cas. La majorité des artistes qui pratiquent, c'est souvent ces milieux-là en fait. Ouais. Qui fonctionnent. Ma pote Céleste, par exemple, je crois que elle habite une maison à Woluwe ou je sais pas où, et je crois, moi je connais pas bien Bruxelles, mais je crois que c'est une zone aisée. Effectivement, c'est story Instagram. J'adore ce qu'elle fait, je ne critique pas, mais ça a l'air d'être une telle liberté de ne pas avoir ce souci-là à avoir en tête, parce qu'elle a un magnifique atelier avec un jardin énorme, avec un parc, et donc elle va, tu vois que c'est story, sa journée, ça commence par pouvoir aller faire du yoga dans son jardin, et puis peindre sur des toiles gigantesques dans un atelier énorme, et c'est chouette, c'est une liberté dingue, mais que tout le monde n'a pas. Alors, pour revenir à ce que je disais avec le fait que j'ai fait de la musique, je me suis dit, c'est juste que je pense que maintenant, la musique est ancrée, c'est à la portée de tout le monde parce que les instruments coûtent moins cher, s'enregistrer coûte moins cher. Je pense que de manière générale, l'art et la création est beaucoup plus accessible qu'avant. Mais ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des gens qui, du coup, ça l'a ouvert à des gens qui ne devraient pas y être. Je veux dire, avant, ça n'aurait pas été leur cas. Bref. C'était une longue question. Hein. Désolé, ouais. mais important. Parce que c'est une réflexion que je me suis déjà fait plusieurs fois et que je me fais à moi-même de me dire, en fait, mon boulot, moi, c'est de bosser, c'est d'aller à l'usine, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi comme tu disais en fait moi j'ai mis en place ma vie pour que je dépense très peu d'argent. J'ai un loyer un vrai loyer, je vis pas en communauté mais qui est pas cher. Je vis sur le chômage et de petits contrats. Là, je viens de commencer à travailler pour les Midis de la Poésie, qui est une association qui fait plein d'événements autour de la poésie. Mais dans l'idéal, évidemment que j'aimerais bien avoir tout mon temps libre et un grand parc pour faire du yoga. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est toi qui as adapté tes besoins et... Voilà. Mais moi, je considère vraiment que mon métier, c'est d'être artiste. Malgré le fait que c'est un peu plus compliqué que ça, vu que maintenant je dis je suis artiste et les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis j'écris et ils me disent mais en fait t'es écrivain alors. Mais je pense que je suis encore entre les deux.
Et et la question finalement de la question bateau, de l'argent et de ça n'intervient pas dans cette pratique-là. C'est pas, en tout cas pour le moment, tu vis sans, enfin tu ne vis pas. Attends, comment est-ce que je ne vis pas de mon art. C'est ça, mais je voulais le formuler différemment parce que c'est un côté péjoratif dit comme ça fait un côté si tu ne gagnes pas de l'argent avec ce que tu fais, c'est que tu c'est que tu ne réussis pas, c'est ça qui donc j'essaie de le formuler. C'est pas ça que tu voulais dire. Mais en gros, c'est ça, c'est que pour l'instant, tu mets encore en place les choses pour que à terme, tu puisses vivre de tes créations. Ouais. Et alors c'est quand même ton envie au bout, c'est que tu puisses vivre comme tu le veux. Moi, je pense que, j'ai fait le deuil un peu de ça, d'en vivre. Okay. Quand on publie des poèmes sur Internet, je vois pas comment on peut en vivre. Je pense qu'il y a moyen. Réaliste, hein, quand on fait des actions dans l'espace public, c'était la même chose à l'époque. Ou alors tu vas avoir des marques qui vont te contacter pour les taguer dans tes poèmes, moyennant rémunération. Tu restes immobile dans l'espace public avec un sweat Nike. Et tu tiens un Red Bull. Et tu portes, ouais. Non, mais, je sais pas, moi, je pense tu penses pas qu'il y a un moment où ça pourra devenir vraiment ton occupation principale et tu pourras en vivre. Ça, j'aimerais beaucoup. Après, dans le milieu littéraire, c'est quand même très compliqué. C'est beaucoup plus rare que dans le milieu artistique, par exemple. Parce qu'il n'y a pas d'œuvres qui coûtent cher. Oui, il faut vendre beaucoup, beaucoup de livres. Voilà. Ouais. Mais peut-être que tu vas vendre beaucoup, beaucoup de livres. Quand j'en ferai. Oui, c'est la clé, en fait, c'est de faire des choses. Oui. Pour pouvoir en vivre. Enfin, des trucs physiques, quoi, à vendre. Oui, c'est vrai qu'après, vendre une performance... Moi, je ne sais pas comment tu fais. Tu vois, par exemple, les artistes performeurs, ils sont payés pour leur performance. Ou ils ont des mécènes aussi, peut-être. Ça dépend de... Il y en a qui sont payés, et d'autres... pas spécialement. Enfin, le milieu de l'art, c'est quand même un milieu qui fonctionne beaucoup en payant tout le monde sauf les artistes. Ouais. Donc, je pense que beaucoup de gens performent sans être forcément payés, mais oui, les performeurs connus sont payés pour... C'est ça, c'est très naïf comme question. Moi, finalement, on baigne dedans un peu, on s'y intéresse à fond, mais... En plus, je trouve que pour tout le milieu artistique large, on va dire, que ce soit la vidéo ou la musique, pour les trucs dans lesquels moi je travaille, c'est marrant parce que tout le monde a toujours l'impression que les autres réussissent beaucoup mieux que toi. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde galère à fond, quoi. Par exemple, il y a Harry Spilton à Liège qui font de la vidéo. Et moi, quand j'ai commencé, eux, je crois que ça fait des dizaines d'années, au moins 10 ans qu'ils en font. Et moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Et donc, je me disais, putain, ça doit être chouette d'arriver à leur niveau. J'imagine qu'ils doivent avoir des budgets dingues et puis qu'ils se rémunèrent bien pour ce qu'ils font, etc. Et quand une fois j'en avais parlé avec eux, il m'avait dit, mais nous, presque la totalité de ce qu'on fait, c'est gratos parce que les gens ont pas de sous, ont pas de budget. Et donc, t'as toujours une fausse idée de comment ça fonctionne chez les autres, alors qu'en fait, en gros, tout le monde galère, comme tu dis, ça se trouve, c'est les gens autour qui... oui, parce que toi, quand on voit ce que tu fais, on a l'impression que tu es riche. Hein. Tu vis de tes poèmes, voilà. Mais non, blague, c'était une blague. Autre question pratique, comment est-ce que tu... dans tes journées, comment tu t'organises ta semaine et ta vie autour de tout ça? Au quotidien, les poèmes sur Facebook, je les écris, je sais pas, chaque semaine. T'en publies tous les jours? Non. Non, maximum un par semaine, grand maximum. Ça dépend des moments, en fait. Parfois c'est un par mois, parfois c'est un par semaine. Ça dépend des périodes. Et ça me prend quand même assez longtemps de les composer. Donc je m'organise pas, je sors pas ce soir-là. Ouais. J'écris un poème, quoi. Et mais sinon, par exemple, c'est compliqué pour moi d'écrire au quotidien, d'avoir une espèce de routine, une routine d'auteur. Et donc cet été, par exemple, je suis partie 1 mois et demi en Autriche en résidence d'écriture pour ne faire que ça pendant 1 mois et demi. Je devais même t'envoyer une carte, mais je ne l'ai pas fait. Ah oui, c'est vrai. Moi, je t'en ai envoyé une. Oui, non, je l'ai pas reçue. J'avais inventé une blague. Attends. Raconte. Non. Normalement, je l'ai reçue. T'as oublié? Non. Si. Attends, pourquoi? Damien oublie tout, en fait. Donc... Oui, il y a de ça aussi. T'as oublié. Attends,
je suis sûr que on en a parlé. Dans les autres aspects pratiques, que je me dis, je suis désolé s'il y a des trucs que tu te dis, mais où on va, machin, mais tu dois aussi être confronté à ce truc des gens qui te demandent ce que tu fais, ou ta famille enfin bref, c'est pas usant, et comment tu vis avec ça, parce que c'est quand même une pression, j'allais dire permanente, mais. Ouais. Bah, la famille, je pense qu'ils comprennent pas trop ce que je fais. J'ai appris la semaine dernière que ma mère ne comprenait pas le principe des poèmes sur Facebook. Ça fait 3 ans que je fais ça. Voilà. Donc, techniquement, elle avait pas compris. Pourtant, elle est loin d'être de pas pouvoir comprendre ce genre de choses. Ouais, mais voilà. Forcément, il y a une distance quoi avec la famille, parce qu'ils sont pas de ces milieux-là du tout. Mais en même temps, ils acceptent le fait que j'ai une vie comme ça. Ça me rappelle en parlant une vie de bohème. Une vie de mais je sais pas ce qu'ils imaginent. Hein, okay. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, ma personne ne fait de musique ou de quoi que ce soit artistique chez moi. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, je me souviens qu'un jour ma mère m'a pris entre 4 yeux et m'a dit: écoute, il faut que tu saches que si un jour tu tombes dans la drogue, tu seras toujours le bienvenu ici. Je me suis dit, c'est tellement bienveillant. J'ai dit, mais non, mais ça va, tu sais. Parce que du coup, comme pour eux, ils ont juste l'image pour eux, le rock'n'roll, c'est la drogue. Bah oui. Ouais, exactement. Ce n'est que ça, d'ailleurs. Ce n'est que ça. Et donc on a oui, tout à l'heure on a, je ne sais plus pourquoi on a bifurqué, mais donc tu commençais à nous parler, ah oui, si, cette carte que je suis censé avoir reçue et que j'ai reçue, j'en suis sûr et certain, mais je ne me souviens pas de la blague, cette carte que tu m'as envoyée de ta résidence en Autriche. Ça s'est passé comment, et c'était comment ça t'est venu? C'est comme tu disais, c'était cette envie de un moment te bloquer une période ou trouver une routine. Et ça se passait comment là-bas? Et est-ce que finalement, quand t'es revenu ici, tu t'es un peu remis dans une sorte de routine que t'avais développée là-bas? Donc, j'ai commencé à écrire un roman dans le cadre d'une formation en création littéraire que j'ai faite il y a 2 ans à la Cambre, l'atelier des écritures contemporaines. Ok. Et depuis, il n'était pas fini et il a dormi pendant 1 an parce que chaque fois j'essayais d'y revenir et j'arrivais pas. Je pense que j'avais besoin de prendre un peu de distance par rapport à ce que j'avais écrit. Et ça faisait 2 ans que je me cherchais un endroit pour aller m'isoler en été. Et j'ai eu l'opportunité cet été. Et donc, c'était marrant parce que je m'imaginais être hyper productive, écrire tous les jours 20 pages. Enfin, j'exagère, mais... Et en fait, il s'est avéré que je ne suis pas comme ça. Et donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître, cette résidence, d'être plus indulgente avec ce que je suis. C'est-à-dire que je produis peu, j'écris 1 page par jour maximum. Okay. Et je passe beaucoup de temps, je suis vraiment concentrée là-dessus, mais je passe beaucoup de temps à ne pas écrire, à me balader, à réfléchir. À te nourrir, quoi. Voilà, à brainstormer. Et le temps passé vraiment à écrire, ça peut prendre 4 heures, mais sur une demi-page. C'est ça. Ouais. Et donc, avant ça, justement, t'étais alors plutôt, genre, tu ressentais une sorte de frustration de pas pouvoir produire plus, alors que... J'avais l'impression que d'aller m'isoler 1 mois allait me permettre de finir un roman. Ok. Que t'es en train de finir maintenant, du coup. Depuis que t'es rentré, tu je me suis pas remise encore. Mais parce que pour moi, c'est compliqué le quotidien et écrire. J'ai vraiment besoin d'isolement. D'accord. Et je pense qu'à un moment donné, je vais arriver à me créer cet espace-là dans mon quotidien, mais il faut se nourrir, il faut travailler. C'est ça. Ouais, donc tu cherches encore la routine ouais. Et oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui bloque alors du coup dans cette routine quotidienne que tu n'arrives pas à mettre en place? Tu vois, on peut essayer d'essayer de décortiquer ça, comme ça tu ressortiras de ce podcast comme t'es ressorti avec des solutions. Voilà, on est là pour t'aider. On est des spécialistes de la routine. On dirait l'émission de Julien Courbet où il y a tous ces spécialistes pour pouvoir aller râler. Tu vois, quand t'as des problèmes avec ton voisin. Ouais. Bref. Oui.
Non, mais c'est ça, c'est parce que on en est tous là, on a tous des trucs, moi aussi, j'essaye de mettre en place des trucs où, parce qu'on a tous envie de faire 1000 choses, et on essaye de mettre en place, tu vois, à un moment, je me levais vraiment à 5h du mat tous les jours, et j'essayais d'écrire pendant d'abord 1 heure, et on met tous en place des choses comme ça, où pendant les vacances, vu qu'il n'y a pas les petits et des trucs comme ça, on se dit, je vais aller courir tous les jours. Et oui, je l'ai fait, mais juste pendant les vacances. Et puis une fois que la vie reprend. Mais par exemple, dans un contexte de résidence, j'espérais pouvoir me créer une routine. Mais en fait, c'est un truc qui m'emmerde profondément, la routine. Et je pense que d'ailleurs, dans toute ma pratique, il y a vraiment cette idée de combattre la routine, donc ça a du sens. Et je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de me dire, je me réveille tous les matins et j'écris pendant 2 heures, que ça marche pas comme ça, que chaque jour, je fonctionne. Je suis incapable de m'astreindre à un rythme et un emploi du temps. Ok. Oui, tu es la vagabonde de ta vie. Ouais, malheureusement, j'arrive pas à me domestiquer. Ouais. Mais voilà, il y a des, on fonctionne tous différemment. Mais toi, t'arrives quand même à créer comme ça, donc finalement, c'est ça qui te. Il y a des mecs comme ça ou des gens qui écrivent et qui arrivent à faire ça, à se lever à 5h tous les matins, d'écrire 4 heures d'affilée, puis après. Ils vont au boulot. Ouais. Mais moi, ça me fascine, moi. Ouais, moi aussi. Je les envie énormément. Je me souviens plus du nom de cet auteur-là, mais il y avait un auteur qui, avant de commencer sa journée je sais plus dans quoi il bossait, il se levait super tôt, il écrivait, pendant 2 heures, je sais pas, à 9h ou à 8h, il s'arrêtait parce qu'il devait partir au boulot, et le lendemain, il reprenait. Mais au milieu de la phrase où il était, il continuait. Et si pendant ces 2 heures d'écriture-là, il finissait un livre, hop, il commençait un suivant, quoi. Et donc, il était tout le temps en roue libre comme ça. Et il écrivait 2 heures par jour. Et il a écrit à la chaîne des bouquins. Je ne retombe plus sur le nom de cet auteur, mais je le mettrai dans la description du podcast. Moi, c'est drôle, c'était justement quand je bossais avant dans l'informatique. J'étais beaucoup plus créatif, je pense, que maintenant. Je pense que c'était justement cette contrainte de devoir bosser, ça me motivait encore plus à me dire, quand je rentre, je fais ça. Alors, maintenant, que mon boulot est, entre guillemets, un peu artistique, vu que c'est de la création de vidéos, je suis toujours dans une espèce de flou Tu mets ta créativité dans ton boulot, en fait. Et du coup, après, j'ai pas d'idée le soir pour mes trucs, ou j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je termine des trucs pour mon boulot, ou ce genre de trucs. Donc ça s'inverse. Ouais, ça s'inverse. En fait, je suis moins créatif maintenant que j'ai plus de temps et qu'on me demande de l'être, de l'être beaucoup plus. Je crois que c'est logique, puisque tu passes ta journée à penser à tes projets, donc du coup, à la fin de la journée, c'est comme quand tu rentres du boulot. Ouais, mais c'est pas, le truc, c'est que la journée, je dois pas penser à mes projets, je dois penser aux projets de mon boulot. Donc je fais plus rien pour moi, c'est ça qui est dommage. Et donc j'ai l'impression que je perds quelque chose, je dois forcément perdre ou ne pas évoluer sur certains points, puisque je ne fais plus de choses pour moi, de création ou de tests ou de choses comme ça, quoi. C'est un truc qui me bloque. C'est des périodes aussi, il y a des moments où on est hyper créatif dans la vie, des années de créativité, et puis des moments des grands trous. Ouais, mais c'est l'angoisse du coup quand t'as des moments de doute, de dépression. C'est l'horreur, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je t'ai pas répondu, en fait. Je t'avais dit que je t'écrirais là-bas, mais pendant 6 mois, j'ai plus rien pu écrire, rien faire. Et donc j'étais super chaud parce que je voulais écrire à plein de gens qui partaient en vacances. Ouais, genre ta petite lettre ou quoi, celle que j'attends toujours. Ouais, chaque fois on en reparle. Hein. Mais c'est marrant parce que ce matin, justement, j'ai Christophe Gérardon m'a prêté un ustensile qui s'appelle la Freewrite. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est une machine à écrire, mais qui est connectée, qui ne sert que à écrire. Donc t'as un petit écran. Avec la même technologie que les Kindle, donc c'est de l'encre digitale, tu vois. Donc ça gaspille aucune énergie. Enfin, je veux dire, avec une batterie, une recharge, tu peux écrire pendant 30 jours. Bon, bref. Mais et c'est juste connecté à Internet pour pouvoir se synchroniser avec ta Dropbox ou Google Drive ou peu importe. Et
Et donc tu ne peux que écrire avec ça. Tu sais rien faire d'autre. Tu sais pas aller sur Internet. Et les touches sont plus agréables que les touches d'un clavier, d'un laptop ou d'un Mac ou d'un truc comme ça. Ah bon, il y a plus agréable qu'un clavier Mac? Ouais. Fais attention à ce que tu dis. Faudrait que tu testes. Et donc, et justement, en fait, c'est peut-être con, hein. Peut-être que c'est juste là les 2-3 premiers jours parce que j'ai ce nouvel outil dans les mains mais je me suis mis à l'essayer et puis voilà, j'ai écrit, je sais pas moi, en 15 minutes 2000 signes. Ou 2000 mots et je me suis dit, en fait c'est facile, il suffit de s'y mettre, tu t'assieds 15 minutes et puis et j'ai repensé à la petite lettre et j'ai repensé à toi Gilles, et donc je me suis dit je vais réécrire une petite lettre pour Gilles, pour ce sera le titre de ta petite lettre pour Gilles. Voilà, lettre à Gilles, avec une musique lettre à Élise Gilles. Et donc voilà, en fait, quand t'as les bons outils, tu travailles bien. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une question de bon outil parce que avant je le faisais très bien. Moi, j'ai essayé de forer un trou dans mon mur avec une mauvaise foreuse. J'ai arrêté direct. Ouais. Alors qu'avec une bonne foreuse, c'est gay, quoi. C'est vraiment amusant de forer des trous. Mais par contre, des fois, les histoires d'outils, c'est des excuses à ne pas faire quelque chose. Ouais. Exact. Je connais pas parce que ton ordi il écrit aussi bien que ton. C'est comment ça s'appelle? Ouais, mais ça aide quand même. Moi, je coupe Internet. Ouais, déjà, je fais pareil. Mais parfois, on a besoin d'aller vérifier quelque chose et on prend, on se met à procrastiner. C'est ça. En fait, je pense que ça fait partie des mauvais réflexes à éliminer. C'est que quand t'es en mode écrire, tu écris et puis tu vérifies plus tard, tu vois, ou tu mets une petite note entre parenthèses ou entre crochets, aller vérifier ceci, cela ou quoi. Mais je crois que quand t'es dans un mode où ça vient, d'ailleurs sur le truc Freewrite, tu peux pas si tu te rends compte que tu t'es trompé 2 lignes plus haut, tu peux pas remonter le curseur, quoi. Donc c'est vraiment, t'es juste en flux flow continu, tu écris, t'écris, et après l'édit, tu le fais parce que ça synchronise, donc tu l'as après sur ton ordi. Et quand tu passes en mode édition, donc qui est un travail moins de création, mais plus de fignolage, d'arrangement, là oui, tu peux revenir. Enfin, t'as un vrai traitement de texte et donc tu reviens, tu corriges les fautes. En plus, le truc qui est super chiant ici, c'est que c'est des claviers QWERTY. Donc tu peux le basculer en AZERTY, mais il est toujours écrit QWERTY sur le truc, donc tu dois coller des petites étiquettes. Mais donc là, on l'a pas encore. Enfin, Chris l'avait pas fait. Enfin, il les a enlevés. Et Christophe Girardon. Et donc et là j'écris de mémoire avec un clavier AZERTY de mémoire, mais où il y a écrit. Donc je laisse passer plein de fautes, mais je m'en fous. T'es vraiment dans un truc où tu traces et t'écris et puis voilà. Et donc j'imagine tout ton texte avec genre quand tu veux dire là c'est LQ. Oui, c'est ça. Et donc non, parce que j'écris sans regarder forcément, et donc juste de mémoire de doigts, quoi. Et donc il y a quand même plein de fautes et il y a quand même des trucs chelous parce que parfois quand tu dois les mettre des accents, tu sais plus trop si c'était le 7 ou le 8 voilà. Mais et donc tout ça pour dire que les outils, oui, parfois les outils sont des excuses. Donc là tu vois, est-ce que c'est parce que j'ai ce nouveau truc que je me suis remis à écrire avec ça t'a donné un nouveau envie, impulse. C'est ça. Tu veux tester l'outil, alors ça te donne envie et puis ça t'excite. Maintenant, t'as de nouveau envie d'écrire. Ouais, mais est-ce que c'est pas une sorte de fausse motivation qui fait que dans 15 jours, c'est de la motivation quand même. Oui, je trouve que c'est mieux. Le résultat elle-même, t'as écrit. C'est ce qui compte. Oui, merci Pierre. Merci pour tes encouragements. Là, ce qui est chouette, c'est que t'as un outil qui t'a fait faire quelque chose. Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est cool. À l'inverse, je connais plein de gens qui ne font pas parce qu'ils disent, mais j'ai pas ton matos en vidéo, j'ai pas ça en son. Toi, c'est comme, pour les podcasts, plein de gens qui se disent, mais de toute façon, j'ai pas de quoi m'enregistrer. Alors qu'il y a moyen de le faire, juste avec ton iPhone. Donc, je pense que, justement, quand tu veux vraiment faire quelque chose, donc ne te stresse pas, Damien. Tu es dans le bon sens du truc. Ce qui aurait été mal, c'est que tu dises, j'aimerais écrire, mais je n'ai pas de free writer, donc je ne peux pas. Mais d'ailleurs, en parlant de ces outils, donc c'était l'année passée quand j'ai fait le podcast avec Myriam Leroy. Le premier draft de son livre a été écrit sur son iPhone au bord de la piscine. Wow. Donc elle l'a écrit sur l'iPhone, quoi. C'était dans les notes de l'iPhone. Ok. Et donc, le premier draft, une bonne partie de ce livre, elle explique. Je remettrai le lien pour ceux qui veulent aller l'écouter, mais elle explique qu'elle l'a vraiment commencé en bord de piscine en Grèce sur son iPhone. Et toi, Maud, tu utilises quel outil pour écrire moi, Internet? C'est très préhistorique. J'utilise un carnet. Oui, donc tu fais pas. Oui. Et je fais un premier jet sur un carnet et puis après je retranscris.
D'accord. Donc tu passes par le papier. Pas toujours, mais ça m'aide, ça libère. Je pense que c'est la même fonction que le free. Ouais. Ah, tu le fais pas en parallèle directement sur Facebook pour voir quoi taguer, comment, et que non, ça puisse te diriger. Les textes Facebook, c'est autre chose. C'est un autre fonctionnement, parce que là, je suis obligé d'écrire avec ce qui existe. Ah oui. Donc là, c'est vraiment en négociation avec les algorithmes, en live, quoi. D'accord. Et alors, le fait d'écrire je me posais la question justement ce matin. Parce que je vais tout réexpliquer. Oh là là, à chaque fois je dois réexpliquer. Donc il y a ce truc où tous les matins, avant d'écrire vraiment, je fais comme tu le dis dans un carnet, qui est vraiment le vomi du cerveau. C'est ça dure une demi-heure, 40 minutes, et j'écris tout et n'importe quoi. Parfois, j'écris 10 fois la même phrase parce que je ne sais pas quoi écrire. Enfin, comme dans Shining. Ouais, voilà. Et puis je vais tuer des gens, tout ça. Et donc... Pas de café et pas de pain. Voilà. Ça rend Damien. C'est ça. Et donc, il y a ce côté où ça passe par la main directement dans le papier. Donc, ça a un autre... il y a un autre... quoi? Flux, flux. C'est parce que j'ai dit beaucoup flux les minutes précédentes, mais il y a un autre rapport, oui, c'est ça. Il y a un moment où la main devient un peu le prolongement du cerveau. C'est ça. Il y a une espèce de fusion qui se... Mais non, oui, c'est ça. Et ce matin, j'ai essayé de skipper cette partie-là et que le flux passe directement par la free write. En fait, ça ne marche pas. Il y a un filtre. Il y a un filtre qui fait que... Donc, il va quand même falloir passer par ce mode carnet qui, d'habitude, tout ce qui est écrit dans ce carnet, rien n'est utilisable. Tu vois, c'est pas des trucs que je veux utiliser dans d'autres textes ou des trucs comme ça. C'est juste, t'as besoin pas des idées, il y a rien. Ouais, non. Et alors, quand il y en a, oui. Après, je mets une petite astérisque sur le côté. Je me dis, mais là, il y a peut-être un truc intéressant. Et je t'expliquais au début de podcast qu'il fallait pas mettre le micro en dehors de la bouche, et puis c'est moi qui le fais. Ça va si on t'entendait toujours. Ouais, ok. Et donc je mets quand même une petite croix sur le côté quand je me dis là il y a peut-être un truc à creuser, mais il y avait donc quand même toujours ce passage par l'écrit à la main. Et puis ce matin j'ai essayé et ça n'a pas marché. Voilà. Et donc toi Maud, tu dois toujours passer par la main quand tu écris. Non, pas toujours. Mais ça m'aide beaucoup à justement libérer des choses. Et ce truc dont tu parlais, cet outil, moi ça me conviendrait pas du tout parce que je réagence tout le temps, l'ordre des phrases, je trouve d'autres mots, des synonymes, etc. Et au final, un texte, un premier jet qui va de A à B, en fait, va mélanger tout, aller dans tous les sens. Et tu cherches des nouveaux trucs à explorer, ou bien pour l'instant tu restes sur ces poèmes avec les tags, ou t'essayes de tout le temps rechercher d'autres choses? Je pense à ça en repensant à ce que Damien m'avait expliqué qu'il faisait à une époque où vous ameniez 10 idées tous les jours ou toutes les semaines, 5 idées. 5 idées en 13 minutes chacun. Ok. Et donc je me demande si pour l'instant, t'as trouvé ce truc qui te plaît et t'es confortable dedans et donc tu le continues, ou bien est-ce que tu es tout le temps en recherche de nouveaux... je le laisse. Donc je mène quand même plusieurs projets en même temps. Enfin, ça dépend des périodes. Mais par exemple, les poèmes sur Facebook, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. J'ai un blog que j'ai tenu pendant 3-4 ans, qui s'appelle Mots choisis. Et je pense qu'il est fini. Okay. je sais pas encore s'il y a un point final, mais à mon avis, ça fait 2 ans que je l'alimente très sporadiquement, et là j'ai plus aucune envie de l'alimenter. Et donc voilà. Et les poèmes sur Facebook, ça continue, donc je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Ouais. Et si on reste sur les outils, parce que moi je suis toujours dedans, donc je me repose la question. C'est parce que tu parlais de quand tu écris un texte, il y a toujours des parties, des structures, tu reprends des trucs que tu mets ailleurs et tout ça. Et est-ce que tu connais Scrivener? Non. Scrivener. Ah oui. Toi, tu connais? Ça, j'ai aussi essayé en me disant, ça va m'aider à écrire. Ouais. Ça m'a aidé le temps que je teste et que je trouve ça beau. C'est ça. Ouais, moi, à peu près pareil. C'est quoi? C'est un traitement de texte, mais qui est vraiment prévu pour l'écriture, le long format. Donc scénario, donc ils ont des templates en plus qui sont à peu près bien faits. Si c'est scénario, il te met en page un peu comme si c'était un scénario, mais c'est juste une structure, donc c'est comme une base de données mais qui structure tes différents fichiers texte, quoi. Et donc t'ouvres un nouveau document Scrivener, donc imagine, je sais pas moi, un roman 1 ou peu importe, et
tu peux dedans directement écrire le premier chapitre, ou alors le document du premier chapitre. Sur le côté, tu as une petite case qui est des notes succinctes. Ça, tu vois à peu près. Ouais, donc tu peux structurer vite fait si tu as déjà l'idée de ton roman, de chapitre de 1 à 10. Donc là, ça va parler de ça, ça va parler de ça, ça va parler de ça. Puis tu sais que tu peux après faire référence à tes notes, ou en alors gros ça remplace ton carnet, tes post-it, et tout est dans un seul lieu, quoi. Ouais. Et donc après tu peux réagencer, ou un texte que tu as écrit qui était super long et que tu t'es dit finalement je peux en faire 2 chapitres, en un clic il te divise ça en 2, tu mets ton curseur là où tu veux, tu fais je sais pas commande je sais plus quoi, et puis directement ça devient un autre document. Et donc voilà, c'est vraiment pour l'écriture de format long. Et je pensais à ça par rapport à ce que tu disais, puisque tu pourrais écrire différentes parties et après tu les réagences comme tu veux, et t'as même une vue de tous les documents à la suite. Et donc voilà, c'est assez c'est un outil qui est assez chouette. Donc après c'est peut-être un truc que tu devrais tester mais voilà, ça s'appelle Scrivener. Mais c'est pas mal parce que c'est compliqué de voir effectivement dans un long texte l'ensemble comme un tout, quoi. Enfin... Et donc dans le truc tu peux balancer des images, et donc tu peux avoir l'image sur le côté. Si c'est une image qui t'inspire, tu peux l'avoir sur le côté de toutes tes références, des notes, des PDF. C'est assez bien fait. Voilà, Scrivener. Et Scrivener, ça sonne un peu hollandais. Scrivener. Donc je pense que c'est un anglais, et une boîte qui s'appelle Latte Milk, je peux voir un truc avec bref, c'est pas grave. Bref, voilà. On mettra le lien. Voilà. Et je me rends compte qu'on a parlé de ça, mais on n'a pas parlé de tes autres projets artistiques, si tu en as. Est-ce que tu ne fais pas que ces écritures sur Facebook? Non. J'ai un collectif qui s'appelle Sabir, avec lequel on est en train Sabir, okay. SABIR, avec lequel on est en train de créer une revue. On a appelé ça une collection de textes, collection d'objets littéraires. Okay. Parce que c'est quelque chose qui est entre le recueil et la revue. Je pense qu'il y a un peu plus plus précieux qu'une revue, peut-être. Je sais pas MOOC. Un MOOC, un col. Collection d'objets littéraires, c'est un col. Ouais. Voilà. Ou un bol. Un bol. Pour parce qu'un bol, ça peut plus contenir des choses. Et puis un bol, je sais pas moi, un bouquin avec des objets littéraires. Non, je sais pas. Non. Et c'est elle qui parle. Ouais. D'accord. Donc voilà, on est en train de faire ça là. Et donc avec Sabir, vous mettez en place un magazine, une revue. Oui, c'est voilà. ça. C'est en projet pour le moment, ou c'est déjà paru, il y en a déjà? Non, elle n'est pas encore parue. Elle paraîtra début 2019. Elle est quasiment constituée. Elle est vraiment en cours de finalisation. Et donc là, par exemple, pour financer ce projet-là, vous avez prévendu des choses, ou financez vous-même, ou c'est une question qu'on ne peut pas poser? On va lancer un crowdfunding. Ah, vous allez lancer. Voilà, je ne sais pas s'il sera prêt d'ici là, mais c'est peut-être l'occasion de dire aux gens, allez sur le crowdfunding. Ouais. Allez sur la page de Sabir sur Facebook. C'est drôle parce que dans un futur podcast, on va parler avec des personnes du fait que ne rien, enfin c'est pas le fait de ne rien faire gratuitement, mais de ne pas se lancer dans un truc en se disant je ne vais pas le faire pour rien, puisque j'y mets du temps et du travail. Et donc la question de se rémunérer sur les choses. On ne va pas mentir à nos auditeurs. Aujourd'hui, on enregistre 3 podcasts d'affilée, et celui qu'on a enregistré juste avant, donc c'est pour ça qu'on sait déjà de quoi on a parlé, va être diffusé après. Et donc, en effet, des raisons d'agenda. Pour des raisons d'agenda et de sortie et d'exclusivité. Oui, voilà. Enfin bon, bref. Mais donc, ce qu'on voulait dire, c'est que, en effet, une des discussions qu'on a eues, qui était assez intéressante, c'est sur le fait de faire ou pas les choses gratuitement. Et si oui, est-ce que ça risque pas, à un moment donné, après 3 épisodes ou 3 numéros, d'un peu t'épuiser, ou alors est-ce que en amont tu dois pas mettre des choses en place pour que ce soit stabilisé? Enfin voilà, ce genre de discussion. C'est une revue qui sera pas gratuite, qui va être vendue en librairie.
Et donc on aimerait bien arriver à faire ça bien pour que ce soit rentable et qu'on puisse payer nos contributeurs, etc. Parce que pour le moment tout le monde travaille gratuitement. D'accord. Mais avec l'idée de professionnaliser ça. C'est ça. Ouais. Et d'où est venue l'idée de le faire en magazine, sachant que tout le monde dit toujours, mon Dieu, les magazines ça s'achète moins, le papier, enfin Mais justement, c'est pas vraiment un magazine, ça va être un format livre. Et mais l'idée, c'est quoi ? On avait envie de travailler ensemble et on est tous auteurs. Mais pourquoi ne pas le un blog délivrer, non pas un blog, mais je veux dire de délivrer sous format numérique, c'est ce que je veux dire. Parce que je pense qu'il y a un attachement au papier peut-être. Moi, j'ai du mal à lire énormément sur internet. Parce que t'as du mal à lire sur un écran. La lecture est moins concentrée quand même. Ouais. Et mais moi je suis d'accord parce que à part sur le Kindle où il y a quand même moyen où c'est pas mais lire sur un iPad ou un iPhone, moi je pourrais pas. Ouais, c'est vrai que j'essaie de me forcer aussi et de me faire croire que je vais le faire, mais pour revenir à notre épisode sur Audible, vraiment je n'arrive pas quoi que ce soit, je n'arrive pas à lire. Et donc mais moi tous les bouquins que je lis c'est vraiment que sur papier, donc il y a quand même cet attachement où quand tu aimes lire à un moment, tu passes quand même forcément par le papier, je pense. Mais c'est aussi se déconnecter, aussi, c'est un moment de déconnexion quoi. Et donc, Ouais, d'ailleurs là j'ai fini, je l'ai fini donc il y a 2-3 semaines, puisqu'on est 2-3 semaines dans le futur, un livre qui s'appelle La vraie vie tu l'as lu ? Non. Adeline Dieudonné. C'est vraiment super cool. C'est une jeune fille qui grandit, qui sort un peu des griffes de son père qui est assez violent avec elle, avec sa mère et tout ça, et donc elle s'émancipe et tout ça, c'est vraiment super. C'est belge, donc c'est une autrice belge, tout ça, donc c'est cool. Et donc on disait quoi ? Ouais, donc ça va être un format papier, le Sabir. Il y a un projet dont on n'a pas encore parlé, qu'on a évoqué au début parce que il y a eu cet épisode avec Paul il y a quelques mois, et donc vous aviez un projet tous les deux avec Paul. Il y a eu des choses où il y a juste eu une idée qui a abouti, parce que je ne sais pas avec donc Paul Maric qui porte le même nom. Donc à un moment donné, on s'est rencontrés parce qu'on s'appelait pareil, et enfin presque pareil, et que on était dans les mêmes sphères. Moi, on faisait de l'art sur Internet, quoi. Des dollars. Vous faisiez des dollars sur Internet. Ce qui me coûtait, des dollars qui ne rapportaient pas d'argent. Mais et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis tout de suite je lui ai proposé de faire un projet avec ça, et donc on a décidé d'être des doubles. On a créé ce blog qui s'appelle Peau de Maric, et de faire des projets autour de ça, et on a notamment fait une liste de points communs qu'on n'a jamais publié. Ah mince. Pourquoi? Parce que il faudrait l'éditer. On dit, il y a tout, il y a à boire et à manger dans cette liste. Mais il y a des choses très personnelles et des choses très anecdotiques. Mais c'est ça qui fait l'intérêt, je pense. Mais c'est un tableau Excel sur Google Docs, et il y a genre 400 entrées. On a passé des mois et des mois à faire ça. Et de temps en temps, je l'ouvre encore et je vois qu'il a rajouté un petit truc. Donc je réponds. C'est genre le point commun, et puis oui, non. Enfin, Paul, Maud, oui, non. Et donc on vote chaque fois si c'est un point commun ou pas. Et voilà, un jour on l'éditera, on la publiera. Et peut-être qu'un jour le personnage va exister pour de vrai. Dans un futur avec les intelligences artificielles, peut-être qu'on mélangera vos deux corps. Vos deux esprits surtout. L'esprit. En fait, depuis qu'on s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose d'intéressant. C'est que Paul est tombé amoureux d'une fille qui s'appelle Maud. Et donc si Paul et Maud se marient, il y aura une deuxième Maud Maric. Qui en plus est ta pote. Enfin, j'imagine que vous êtes potes, et donc Maud Maric sera pote avec Maud Maric. Donc ça fera encore une autre histoire de double. Voilà. C'est dingue. On s'est dit que si ça arrivait, on en ferait une performance. Ah oui, le mariage sera une performance. Le mariage en lui-même. Il faudra que ce soit toi qui fasse la cérémonie. C'est toi qui les maries. Moi, je les marie, oui. Il faut que ce soit toi qui les mariques. Wow. Boum. Allez, blague. Je suis en feu aujourd'hui. Et donc, à part la liste des points communs, vous n'avez pas
mis sur cette terre un autre projet, vous n'avez pas fait un truc pour le moment, il y a juste eu la page Pod. Ouais, il y a eu quelques petits projets qu'on a publiés sur le Tumblr, mais c'était au début surtout. Et puis on a vécu avec cette idée qu'on était des doubles, dans la vraie vie, sans en faire quelque chose. Et il n'y a pas eu un truc aussi avec ses parents, je sais pas quoi. Une fois qu'il nous avait raconté, je me souviens pas bien, mais dans l'épisode 4, il nous racontait un truc où il y a eu un truc avec, je sais pas, ses parents. Non, il n'y a pas eu un. J'ai pas souvenir de ça non plus. Ses parents ont confondu, non pas qu'ils ont pas confondu leur fils. Ouais, leur fils, c'est une parfaite étrangère. Ils ont cru qu'ils avaient une fille, peut-être. Je sais plus. Non, bah bon, bref. Mais on a voulu faire des résidences dans nos familles respectives. Ah, vous vouliez vous inverser? Non, c'est pas ça. Résidence, c'est-à-dire quoi? Aller vivre dans la famille de l'autre? Ouais. Ça aurait été cool. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Parce que vous étiez gêné. Après, ouais, je veux dire, autant vous qui appelez les gens papa, maman. Mais je veux dire, j'ai rencontré sa famille et il a rencontré la mienne. D'accord. Mais on n'est pas allé plus loin. Oui. On va pas leur imposer nos délires à nous. Hein. Oui, c'est ça. Vous voyez comme ça, mais eux vont peut-être juste pas trouver ça agréable, ni drôle, ni quoi que ce soit. Sauf si t'as une famille un peu bizarre. Oui. Mais apparemment, toi, tu disais que ta famille tout à l'heure ne comprenait pas trop ce que tu faisais. Ça aurait été drôle justement de les mettre un peu devant ce fait. Tous les matins, Paul. Oui. Paul qui débarque en peignoir. Qui lève les yeux au ciel. Tous les matins, encore celui-là. Ça les a fait beaucoup rire cette histoire. Ok. Mais oui. Et est-ce qu'on a fait le tour un petit peu, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a encore des facettes cachées que depuis, parce que nous ça fait longtemps qu'on se suit quand même sur les internets. Ah, vous suivez sur internet, mais vous ne vous connaissez pas? Si, on s'est croisés principalement au micro-festival à Liège. On se croise souvent au micro. D'accord. Et puis, quand j'habitais Bruxelles, on a dû se croiser quelques fois ici à des vernissages ou des trucs comme ça. D'accord. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne se croise pas toutes les semaines, quoi. Non. Et donc, moi, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de mots de ce qui n'est pas partagé sur les internets. Et donc, justement, je me demandais parce que Sabir, tu en as reparlé, et je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, elle a ce collectif, Sabir. Et j'essaie de réfléchir s'il n'y avait pas d'autres projets que j'ai vu passer à un moment où toi, si tu penses à des trucs que tu fais, où tu as envie de parler maintenant, des trucs que tu as envie de... Tu vois, les projets sur lesquels tu es en ce moment même, ouais. Pour le moment, c'est vraiment de l'écriture, quoi. Ouais, c'est vraiment... Mais pas ton roman. Là, je vais le reprendre, hein, mais depuis 1 mois et demi, c'est de nouveau en pause. D'accord. Mais à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu suis culturellement ou artistiquement? Ou quelles sont tes dernières découvertes ou des trucs qui t'ont plu, qui t'ont marqué? Je suis plein de trucs. Là, je suis un peu perdue face à cette question. Si tu regardes des séries, les bouquins que tu lis... Je regarde pas du tout de séries. Ah, déjà. Enfin, j'en ai déjà regardé, mais ça ne t'intéresse c'est vraiment pas j'arrive pas, en fait. Je pense que c'est trop américain pour moi. Enfin, voilà, un système de narration dans lequel je me reconnais pas. J'aime bien les films où on s'ennuie. Jerry? Je vois pas. Non, Jerry de Gus Van Sant. Ah oui, non, je l'ai pas vu. Mais c'est un film où un des plans, on prend toujours le même exemple, mais tu vois, c'est Matt Damon? Non, c'est son frère. C'est le frère de Ben Affleck. Voilà. Ah ouais. Tu vois, je les mélange tous. Il marche, il est au loin dans le désert, donc tu vois en tout petit, et il marche du côté gauche de l'écran au côté droit. La scène fait à peu près, je sais pas moi, 9 minutes. Et tu le regardes marcher en tout petit au loin dans un désert. C'est ce genre de film. Mais c'est super. C'est vraiment un super film. Si t'aimes bien les films où on s'ennuie, il faut regarder Jerry. Parce que tu peux t'endormir, quand tu te réveilles, t'es toujours dans la même scène. Ah. Ouais, c'est ça. Donc il faut regarder Jerry. Il y a 2 scènes, en fait. Il y a 2 scènes, c'est ça, ouais. Et donc tu disais que tu t'aimes plutôt les films où tu t'ennuies, mais tu t'ennuies dans quel sens? Non, c'est pas que moi je m'ennuie, c'est que les gens disent, par exemple, je regarde beaucoup de films de la Nouvelle Vague. Ouais. Et Romer est quelqu'un dont on dit souvent qu'on s'ennuie devant ses films. Moi, ça m'ennuie absolument pas. D'accord. Et si tu dois en conseiller 1 ou 2, ou tous, en fait, il faut tous les regarder. Ouais, moi j'adore La Collectionneuse. Ok.
qui est sur une femme qui collectionne les hommes et le personnage principal qui est un homme est très troublé par sa liberté. Donc c'est intéressant d'avoir un peu ces doutes existentiels sur est-ce qu'elle a le droit de faire ça, d'agir comme moi en fait. Et ça c'était quelle année? Je crois que c'est 64, mais je suis pas sûre. Déjà à l'époque, hein. Ouais. Sinon, niveau film, il y a un film qui est génial de Todd Solondz qui s'appelle Palindrome. Donc Palindrome, c'est un film où le personnage principal est à la base une petite fille qui est en fait jouée par plusieurs actrices. Et au long du film, donc ça coupe. Au début, c'est une petite fille blonde, etc. Et puis au bout d'un moment, c'est une actrice adulte noire qui est très forte. Et ça, l'actrice change, mais le personnage reste le même. Et on arrive à vraiment suivre cette histoire en y croyant complètement. Et c'est vraiment génial comme idée de narration qu'on peut faire que au cinéma pour le coup. Ouais. Oui, donc du coup dans les narrations plus compliquées, moi je me souviens, je m'en souviens mais vaguement de Synecdoche New York de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, c'est lui qui a écrit par exemple Eternal Sunshine of the Spotless Mind. D'accord. Il a écrit Adaptation. Il a écrit quasi tous les films. John Malkovich. Being John Malkovich. Les films de Gondry et Spike Jonze, à peu près, c'est lui qui les a écrits. D'accord. Et donc Synecdoche New York, c'est son premier film à lui, écrit par lui et réalisé par lui, avec Philip Seymour Hoffman. Voilà. Vas-y, continue. Je ne l'ai pas vu. Ah voilà. Non, j'ai juste eu toutes les informations par cœur, mais voilà. Oui, c'est comme d'habitude avec Charlie Kaufman, quoi. C'est des narrations, des trucs imbriqués, des trucs un peu compliqués, et je crois que je m'en souviens pas très bien, mais j'en ai un bon souvenir. Si t'avais besoin d'un film à regarder, tu pourrais essayer celui-là. Ouais, mais moi, en tout cas, je vais regarder le Palindrome. Ça m'intrigue. Moi, j'ai vu très récemment un film qui en a beaucoup parlé, de Lobster. Ah bah oui. Je l'ai vu aussi. Et j'ai vraiment adoré, en fait. Ça parle de quoi déjà? C'est une société où les gens sont obligés d'être en couple. Ah oui, sinon on te transforme. Genre, c'est le stress total si t'es plus en couple. On t'envoie direct dans une sorte de résidence, château, avec tous les gens qui sont célibataires, qui ont 40 jours pour être en couple, pour trouver quelqu'un. Sinon, on te transforme en homard. Tu dois choisir un animal et on te transforme en cet animal. Mais genre salement ou bien vraiment ou... Non, un vrai petit homard. Ok, d'accord. Oui, non, un vrai homard ou un vrai chien. Un homard humain, c'est pas un film d'horreur. Non, c'est parce que du coup, c'est avec qui on parlait de ce truc, avec dedans un mec qui se fait transformer en morse. Mais genre, c'est un type qui se fait capturer par un espèce de savant ou de médecin ou de chirurgien qui a une Human Centipede. Non, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Va, bref. Non, je pensais que c'était vous qu'on avait parlé de ça récemment. Et donc non, ça n'a rien de gore, c'est juste un petit homard, un truc comme ça. Pas du tout. Okay. Et c'est vraiment super. Oui. Et donc c'est le deuxième film. Donc c'est un grec. J'ai oublié son nom et son prénom. C'est le deuxième film de celui qui avait fait Dogtooth. Je connais pas non plus. Canine. En français, c'est ça? Ouais. Mais c'est juste ce que je dis. Oui. Et donc, qui était un film aussi complètement taré. J'ai oublié le pitch, par contre. C'est Olivier Burlet qui nous en avait parlé. J'ai oublié le pitch. C'est quoi encore? C'est une famille qui vit recluse dans une maison. C'est le père qui enferme ses enfants, qui les empêche de sortir en inventant tout un tas de légendes comme quoi le monde extérieur est hostile. Ils utilisent certains mots pour appeler des choses qui sont pas. J'ai plus d'exemples, mais par exemple un carnet, ils vont appeler ça un chips. Oui. Et c'est assez. Il y a un truc de langage comme ça qui est hyper intéressant. Et donc ils sont vraiment dans un monde, dans leur petit monde. C'est ça. Voilà. Donc c'est encore un film à voir. Et alors il y a le nouveau. Avec Nicole Kidman et... De lui? De lui. Ah ouais, ok, je savais pas. The Killing of a Sacred Deer. Ah, je l'ai pas vu. Il paraît que ça fait très peur. Ah, ok. Ah ouais? Quand on est une femme. Ah bon? Ouais. À cause? Je pense que c'est un truc un peu... Il y a une histoire de vengeance. J'ai vu le trailer, mais... je l'ai pas vu. Voilà. Voilà. Et c'est aussi avec Colin Farrell. Avec Steve Carell? Non. Colin Farrell.
C'est pas ça? Lequel? Ils sont tous les trois, ils ont des noms qui se ressemblent. Ouais. Lequel tu veux dire? Ce qui a joué dans la saison 2 de True Detective, qui... Ah ouais, c'est Colin Farrell. Ouais. C'est pas Will Ferrell. Non. Ni Steve Carell. Qui jouait dans The Lobster aussi. Steve Carell. Ah oui, Colin Farrell. Oui, effectivement. Oui. Vous parlez de films, je suis sur une nouvelle expérience chez moi. Ah oui. Et qui consiste à regarder des films. Netflix. Pas forcément. Non. Que des comédies romantiques, du coup. Mais sur une vieille télé. Ah ouais? Ah ouais. Et donc, je repasse tout sur ma télé CRT 4 tiers. Et c'est marrant comme ça n'a pas du tout la même saveur. C'est un peu arty, hein, mais ce que je raconte, mais pas la même saveur en bien ou en pas bien? En bien, je sais pas, genre, mais en plus, je me regarde des vieux films, genre des Maman, j'ai raté l'avion, ou, des Ghostbusters, etc. Je me refais ça, c'est mon petit plaisir, de chaque semaine, de m'en regarder. Et voilà. Tant qu'on est dans la confidence, moi, quand j'étais étudiant, j'avais une télé combo télé avec magnéto cassette. Ouais. Et en fait, la cassette qui était dedans et qui tournait en boucle, c'était Amélie Poulain. Et donc j'avais la télé qui était à mes pieds, quoi. Et en fait, je la mettais pour m'endormir. Et puis je mettais genre une minuterie, quoi. Et donc elle s'arrêtait. Et le lendemain, quand j'allais me dormir, elle redémarrait au même endroit, quoi. Mais donc elle tournait en boucle et je m'endormais avec Amélie Poulain quand j'étais étudiant. Voilà. Moi, c'était American Beauty. Que je mettais tous les soirs. Ok. Et par contre, c'est pas la même vibe, quand même. Non. C'est pas la même vibe. Ouais, ça explique pourquoi je dois prendre autant de médicaments maintenant, peut-être. Peut-être. Mais le gros désavantage, c'est que ma télé n'avait pas de timer, que je n'avais pas en cassette, je l'avais sur DVD. Et donc, je me faisais à chaque fois réveiller, genre vers 5h30 du matin, parce que mon cerveau commençait à ne plus en pouvoir d'entendre les 30 mêmes secondes du menu. Ah oui, le menu qui tourne en boucle. Quelle horreur. Alors je me faisais des petits kiffs personnels, des fois je le mettais en VO, des fois je le mettais en VF. Mais donc je connais ce film pratiquement. Je ne sais pas sortir de phrases comme ça, hein. Mais quand je le regarde, c'est comme quand tu connais les paroles d'un truc. Je connais tout, que ce soit en VO ou en VF. Kevin, qui est un ami à moi, on a déjà parlé, je crois, dans le podcast. Il connaît Roger Rabbit. En tout cas, il le connaissait quand on était enfant, quoi. Roger Rabbit. Roger Rabbit par cœur. Ah, pour de vrai, putain. Ouais. Je fais ça pour... Ah non, il connaît Roger Rabbit par cœur. Donc il te commence le début et donc et il fait. Il le récite. Ah, il récite Roger Rabbit avec la première scène avec le bébé Herman ou je sais pas quoi. Il fait les voix et tout aussi ou pas? Il fait un peu les voix, mais il le fait bien. Ouais. Mais en tout cas, il connaît tout, quoi. Oh, la version française, il connaît tout par cœur. Voilà, c'est tout. Et voilà, sinon, Maud, toi, il y a d'autres choses, je sais pas si t'écoutes des podcasts, par exemple. C'est le truc qui te... Ouais, j'écoute beaucoup d'émissions de France Culture. Ok. Mais oui, énormément. Genre, lesquels, si on doit mettre un lien, par exemple, la recommandation podcast de Maud. Je sais pas si c'est vraiment des recommandations, c'est des choses que moi j'aime écouter, mais la compagnie des auteurs sur France Culture. Ah oui. Ou les nouveaux chemins de la philosophie. Ok. Parce que ça a changé de nom, mais je pense que c'est les chemins de la philosophie. D'accord. Des choses comme ça. D'accord. Et donc, Non, vas-y. Je veux dire, comment les écoutes-tu? Parce que c'est une conversation qu'on aura bientôt, de savoir quand les gens écoutent, parce que il pourrait y avoir des gens qui les écoutent en faisant du sport, ou ce genre de choses. Et toi? Moi, j'écoute en faisant la vaisselle. Ah, ok. Par exemple. Tu dois avoir de très longues vaisselles, alors. Oui. Je ne la fais qu'une fois par mois. Ah. Pour pouvoir écouter. Artiste jusqu'au bout. C'est vraiment des moments où je m'emmerde. C'est quelque chose que je déteste faire. Écouter des podcasts ou faire la vaisselle? Je déteste ça. Et donc, c'est des moments où j'écoute des podcasts. D'accord. Mais simplement en faisant rien, même, hein, en étant chez moi. Juste tu te poses et tu écoutes de manière active. Ok, chouette. Et donc c'est principalement sur l'écriture alors. Ces deux-là en tout cas. Beaucoup, ouais. J'écoute énormément, où je lis aussi beaucoup sur des auteurs, comprendre leur vie, etc. Je sais pas pourquoi. C'est marrant. Moi aussi, j'étais dans une phase. J'ai lu c'est con, hein, mais Stephen King. Son livre Écriture. Mais c'est marrant parce que Stephen King, on en parle. Là, j'ai acheté son dernier. J'avoue, je lis parfois du Stephen King. Tu vois, pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi c'est mal de lire Stephen King? Non, c'est... Parce que en fait, c'est un vrai super bon auteur, je pense. Il est juste c'est pas méga connu, quoi, mais... Je me faisais justement la réflexion quand j'écrivais sur ma free write ce matin. Ouais. Non, c'est que, en fait, le niveau du style, c'est pas dingue, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est il sait raconter des histoires et donc c'est son nouveau truc où t'as les femmes qui s'enferment dans des cocons et quand tu les réveilles, elles sont complètement déchaînées, elles tuent les hommes et tout ça.
Ok, chouette. Ouais, ça s'appelle Sleeping Beauties. Et donc c'est plutôt ces histoires, comment il les raconte, comment tous les personnages s'imbriquent et tout ça. Mais après, au niveau du style, c'est pas le genre de phrase où putain, genre qui me faut péter les plombs, quoi. Alors que par contre, il y a d'autres auteurs, le livre dont je parlais tout à l'heure, La vraie vie, au niveau du rythme, au niveau du choix des mots, au niveau des descriptions et des trucs comme ça, c'est du génie. Ça me rend dingue. C'est genre une sorte de enfin, tu vois, tu peux pas comparer à Kanye West. Non, ça n'a rien à voir. Stephen King et c'est quoi les mecs en France là qui vendent plein de bouquins Bernard Werber. Non, ça va aussi, mais Frédéric Becbédé. Non, pas lui. Marc Lévy. Marc Lévy. Oui. Oui, voilà. Marc Lévy. Non, c'est incomparable. Non, tu vois, là, tu peux être gêné, quoi. Oui. Genre, c'est ma mère qui dit ça, tu vois. J'achète et je lis souvent du Marc Lévy et je suis gêné. Ta mère, elle lit Fifty Shades of Grey aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Et voilà, je veux plus qu'on en parle. D'accord. Et donc, je t'ai coupé tout à l'heure quand tu le disais, mais donc c'est en effet un truc qui moi aussi m'intéresse beaucoup, c'est les autobiographies et voilà. Donc, et là dernièrement, après tu vas nous dire lesquelles tu as lues. Et puis, mais j'ai lu celle de Murakami en coureur de fond, et celle de Stephen King. Et donc toi, tu disais, tu lisais beaucoup aussi de la vie des auteurs. Pas leur vie, ou quand ils parlent d'écriture, par exemple Duras qui a écrit Écrire. Ah oui, juste il est dans ma liste. Ouais. Qui est hyper bien, et qui a été fait, je pense, suite à un interview documentaire qui a été fait par Arte il y a très longtemps, mais qui est sur YouTube. D'accord. Qui est vraiment bien. Où elle parle de l'écriture et de la folie, et de l'isolement, du besoin d'isolement. C'est ça. Ok. Et alors, quand on était juste avant sur les podcasts sur l'écriture, il y en a un juste que j'écoute aussi parfois, qui est pas mal, qui s'appelle « Il y a plus de papier ». Ouais. Et là, on est plus dans l'écriture des narrations, de scénarios ou des choses comme ça. Donc, on est moins dans le livre, mais il y a un peu de tout, et c'est soit ils parlent de technique, ou alors ils invitent des auteurs ou quoi. Donc et c'est voilà. Mais c'était pour faire aussi un penchant des plus petits podcasts qui sont je sais pas s'ils sont moins connus, mais qui sont un peu plus vraiment pointus sur et donc voilà, il y a plus de papier. Il y a plus beaucoup de temps non plus. Il y a plus de temps. On arrive à la fin. Maud, j'espère que tu as passé un chouette moment avec nous. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire? Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie de raconter? Tu vois, je sais pas si tu t'étais projeté en disant il faut pas que j'oublie de parler de ça. Non, pas du tout. C'est vrai? Tu ris. Je suis revenu les pieds sous la table. C'est bien, c'est parfait. C'est comme ça qu'il fallait venir. C'est comme ça qu'il fallait venir. Ouais. C'était une discussion autour d'un gobelet d'eau et d'un petit peu de thé gingembre. Miel. Et miel. Alors, Maud, si on veut te retrouver, on a cité quelques liens, on les remettra dans la description, mais on a cité quelques endroits où on te retrouve. Donc, principalement, ton Instagram, ton Facebook, ton site. J'ai un Tumblr qui fonctionne comme un site web, qui reprend la liste de tout ce que je fais en ce moment, et qui s'appelle maudemaric.tumblr.com. C'est bien, c'est ton prénom et ton nom. maudemaric.tumblr. C'est très bien. Et puis après, on mettra aussi un lien vers ton Instagram et vers tout ça. Et quoi d'autre? Nous, on peut nous retrouver. Nous, on peut nous retrouver où? Sur Amour Chips. Est-ce que tu le sais où on nous retrouve, Maud? Sur Instagram, c'est Amour Chips. Et le site web, c'est amourchips.com. Exactement. Voilà. Donc, on va sur amourchips.com et puis on peut tout écouter. Et puis... Ce qu'on peut faire aussi, on ne le répète pas assez. C'est vrai qu'on ne le dit jamais. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Parce que l'air de rien... Ça nous permet de monter dans les classements et de pouvoir arriver chez des gens sans qu'ils nous connaissent. Ouais. Et ça, c'est bien qu'on s'impose chez les gens. Moi, je trouve qu'on devrait s'imposer beaucoup plus chez les gens. Défoncer des portes, on devrait aller chez MediaMarkt, mettre les enceintes Bluetooth et faire passer des épisodes de nous. Ouais. Un truc qu'on va faire maintenant, c'est avec les enceintes connectées auxquelles tu parles. C'est aller chez MediaMarkt et leur dire aux enceintes, mais Amour Chips. Ah oui. On va faire ça. Et on peut faire des blagues pour les gens qui écoutent tout. On peut faire « Dis Siri, fais-moi écouter Amour Chips ».
Et hop là. Comme ça, les gens qui ont... D'ailleurs, il s'est lancé, mon Siri. Ah non, il s'est pas lancé. Ben voilà. Ben, on a fait le tour, hein. On est tous contents? Tous contents. Moi, je suis très content, en tout cas. Merci beaucoup, Maud. Merci beaucoup, Maud. Merci. Merci, Et à Maud. très bientôt. Bisous. Bisous.